Le bruit du verre qui se brise déchire le silence. Un immense logo Enron explose dans les airs. Juste après, des liasses de billets s'envolent frénétiquement devant la caméra, accompagnés de bruits de poignées de main. Les gratte-ciel scintillent sous la lumière du soleil avec un éclat froid. C'est le sommet et c'est aussi un mythe commercial inébranlable aux yeux de tous. Cependant, l'image vacille. La ligne rouge sur l'écran chute verticalement, comme une blessure déchirant toute la prospérité. Ce n'est pas seulement une fluctuation du marché, c'est un effondrement soigneusement orchestré, un immense trou noir capable de détruire des milliers de familles. Ce soir, nous, quand les rêves sont totalement corrompus par l'argent, quand la confiance devient une monnaie d'échange, tout repose sur deux visages. Kenneth Lay, le fondateur, et Jeffrey Skilling, l'esprit derrière la machine. Ils ne vendent plus seulement de l'électricité, ils la transforment, ils manipulent les flux, transforment les kilowatts en actifs financiers et font de l'énergie une marchandise purement spéculative. À Wall Street, les chiffres grimpent. Les investisseurs applaudissent. Enron est sacrée entreprise la plus innovante d'Amérique, année après année. Mais dans les bureaux de Houston, la lumière change. Skilling impose une règle de fer, la survie par le rendement. Chaque année, le couperet tombe. Les 15% des employés les moins performants sont expulsés sans préavis. Les bureaux se vident, les chaises restent vides et la peur s'installe dans les couloirs. Ici, le doute est une faiblesse. La loyauté ne compte pas. Soit vous générez les profits immédiats, soit vous disparaissez. La machine tourne à plein régime, broyant les carrières. Le succès repose sur un tour de passe-passe comptable. La valeur de marché, Enron signe un contrat de 10 ans et immédiatement, ils inscrivent tous les profits futurs espérés dans les comptes du jour. L'argent n'existe pas, mais sur le papier, il brille. Dans un bureau plongé dans l'obscurité, un comptable fixe son écran, les mains tremblantes au-dessus du clavier. Il tape frénétiquement. Les chiffres s'alignent, se tordent et deviennent flous. Il transpire. Il sait que les dettes s'accumulent, devenant trop lourdes pour être ignorées. Il ouvre alors des dizaines de sociétés écrans aux noms opaques. D'un clic, il transfère les pertes colossales vers ces structures fantômes. Les bilans officiels redeviennent propres. Les dettes disparaissent dans le vide numérique. Il efface les traces, verrouille les accès et recule sa chaise. Le silence revient dans la pièce. Sur l'écran, la courbe des profits affiche une croissance insolente. Le piège est refermé. La fraude est désormais invisible. Aux yeux du monde, Enron est une forteresse. Les rapports annuels s'empilent, les graphiques pointent vers les sommets et les investisseurs se bousculent pour acheter des parts de ce rêve américain. Les médias célèbrent une machine à billets inépuisable. Pourtant, derrière la façade de verre et d'acier, la structure se dégrade. Il n'y a plus de fondation. Chaque nouveau contrat est une brique posée sur du vide. Les traders manipulent des flux d'énergie qui n'existent que dans leurs serveurs. Ils déplacent des milliards de dollars fictifs pour masquer le fait que l'entreprise ne produit plus rien de tangible. La trésorerie est une passoire. Les liquidités s'évaporent pour couvrir les intérêts des dettes cachées. À l'intérieur, les murs sont rongés par une corrosion invisible. C'est une coquille vide, une carcasse qui ne tient debout que par la force de l'habitude et le silence complice des auditeurs. Le système est en surchauffe. Les rouages grincent sous le poids des mensonges. Et chaque transaction supplémentaire ne fait qu'accélérer l'embrasement. L'an 2000 marque un tournant. Enron ne se contente plus de truquer ses comptes, elle s'attaque désormais au réseau électrique californien. Les traders repèrent une faille dans la régulation. Ils ordonnent la fermeture immédiate de centrales électriques. Le courant se coupe. Des quartiers entiers basculent dans le noir total. Les feux de signalisation s'éteignent, provoquant des carambolages sur les autoroutes. Dans les hôpitaux, les alarmes des unités de soins intensifs hurlent. Le personnel médical court dans les couloirs obscurs. Pendant ce temps, dans la salle de marché d'Enron,
Les écrans affichent des prix qui explosent. Les traders observent la courbe grimper et éclatent de rire. Ils manipulent les flux, créant une pénurie artificielle pour maximiser leurs profits. Ils parient sur le chaos. L'arrogance est totale. Ils se sentent intouchables, convaincus que leur puissance financière les place au-dessus des lois et de la morale. Ils ont transformé une nécessité vitale en une arme de spéculation pure, sans aucun remords, attendant le prochain pic de prix. Octobre 2001, le château de cartes vacille. Une journaliste publie une enquête. Les chiffres ne correspondent plus. La panique gagne les salles de marché. En quelques jours, l'action chute de 4,20 $ à 26 centimes. Le graphique devient une ligne verticale plongeant vers le néant. 20 000 employés voient leurs écrans se figer. Ils vident leurs bureaux dans des cartons, les mains tremblantes. Leurs économies de toute une vie, placées en action Enron, viennent de s'évaporer. Ils n'ont plus rien. Pendant que le personnel fait la queue devant les services de chômage, Kenneth Lay et Jeffrey Skilling agissent. Ils ont déjà liquidé leur propre part pour des millions de dollars, bien avant que le public ne comprenne l'ampleur du désastre. Ils quittent le navire avec des coffres pleins, laissant derrière eux des milliers de familles ruinées. Ce n'est pas une simple erreur de gestion, c'est une trahison calculée. La chute est irréversible, totale, brutale. Le silence s'installe dans la salle d'audience. Le marteau du juge frappe le bois, un son sec qui résonne comme une sentence définitive. Jeffrey Skilling, les poignets enserrés par des menottes métalliques, baisse les yeux. 24 ans de réclusion. La justice rattrape enfin l'architecte du chaos. Kenneth Lay, lui, échappe à la prison par la mort. Mais son nom est désormais synonyme de déchéance. La chute ne s'arrête pas là. Arthur Andersen, le géant de l'audit, qui avait validé les comptes truqués, s'effondre à son tour. Le cabinet ferme ses portes, ses bureaux sont désertés, ses archives saisies. C'est pas seulement une entreprise qui disparaît, c'est tout un système de complicité qui vole en éclats. À Houston, le gratte-ciel, autrefois symbole de puissance, n'est plus qu'une carcasse de verre vide. Les lumières sont éteintes. Les couloirs sont plongés dans l'ombre. Il ne reste que le souvenir d'une fraude massive qui a dévoré des milliers de vies. Sur le mur de verre, le logo est arraché. Il ne reste que la trace de la colle et une fine couche de poussière grise. Ce qui semblait indestructible s'est effacé sans laisser de traces. Enron n'était pas un accident, mais un système conçu pour le mensonge. Cette chute brutale nous rappelle que derrière les chiffres les plus brillants se cachent parfois les vérités les plus sombres. Restez vigilants. Abonne-toi à l'envers du monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête.